Bienvenue dans l'épisode 3 des Sandras Podcast. Je peux pas, j'ai emprise. Cet épisode 3 s'intitule Le brouillard mental ou encore La science de l'invisibilité. Ouh. Je suis sûre que vous les connaissez, ces petites phrases-là. Mais pourquoi tu n'es pas parti plus tôt? Pourquoi tu pars pas? Ces questions-là présupposent que vous avez le choix. Et nous savons maintenant que l'emprise n'est pas une porte fermée à clé, mais c'est bel et bien une modification de votre GPS interne. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'illustrer mes propos par la métaphore de la forêt sensorielle. Ici, on ne voit pas la forêt parce qu'elle est tout simplement cachée par les arbres. La métaphore de la forêt est un outil d'ingénierie relationnelle qui explique pourquoi, sous emprise, la victime perd sa capacité d'orientation objective. Dans une relation saine, vous êtes en terrain dégagé. Vous voyez l'horizon, vos projets, le soleil, la joie et les obstacles, les disputes, de façon distincte. Alors que sous emprise, le décor change radicalement. Alors ouvrez grand vos oreilles, je vais vous immerger dans une explication technique et visuelle de cette métaphore en plusieurs points. On va voir le brouillard, les arbres, la perte de l'horizon et les sols mouvants. Allez, on est parti. Le brouillard, qu'est-ce que c'est? C'est clairement une saturation cognitive. On le sait, l'emprise ne s'installe pas par une attaque frontale, mais plutôt par des micro-diffusions de doutes, de reproches et de changements de règles. Ici, on parle de pollution du signal. Ça veut dire que votre cerveau reçoit trop d'informations contradictoires du type « je t'aime » suivi d'une petite humiliation. Dans la forêt, c'est comme s'il y avait un brouillard épais. Vous ne voyez plus à 2 mètres. Vous finissez donc par ne regarder que vos pieds, vos erreurs, vos paroles, vos faits et gestes, pour éviter de trébucher, perdant ainsi de vue la sortie. Les arbres, ce sont les distorsions de la réalité. Chaque arbre de cette forêt représente une injonction ou une peur semée par l'autre. Ici, l'agresseur devient votre seul point de repère. Si vous touchez un arbre, il vous dit que c'est de l'eau. Si vous voyez de la mousse, il vous dit que c'est du sable. À force d'être contredit, la réalité c'est que votre sens, vos sens, votre instinct s'affaiblit. Vous ne faites plus confiance à ce que vous voyez ou à ce que vous ressentez. Vous êtes donc perdu dans un environnement que vous ne reconnaissez plus. La perte de l'horizon, c'est clairement l'effacement du futur. L'horizon, c'est la capacité de se projeter. Dans une forêt dense et sombre, l'horizon n'existe plus. L'emprise vous maintient alors dans un présent perpétuel de survie. Vous gérez la crise de 14 heures puis celle de 18 heures. Et la conséquence, c'est que comme vous ne voyez plus l'horizon, l'idée même qu'il existe une lisière ou une porte de sortie devient une abstraction. Vous oubliez qu'un monde sans arbres, sans emprise, existe. Les sols mouvants, c'est l'insécurité affective. Dans cette forêt, le sol n'est jamais stable. C'est l'alternance entre le renforcement positif, ce qu'on pourrait imaginer comme étant le chemin stable, et le renforcement négatif, c'est là où vous tombez dans les marécages. En ingénierie relationnelle, on dit que cette instabilité crée une hypervigilance sensorielle. C'est là que vous scrutez le moindre craquement de branche, le ton de voix de l'autre, les bruits de ses clés dans la serrure, le son de ses pas. Cette attention constante aux signaux de danger consomme toute votre énergie. Il ne vous reste plus rien pour planifier l'évasion, et c'est là qu'intervient l'épuisement. Donc, aujourd'hui, je vous invite à vous déculpabiliser un petit peu. Cette métaphore de la forêt
vous explique que l'immobilisme n'est pas un manque de volonté, mais bel et bien une réaction logique à un environnement illisible et instable. Si vous courez dans un brouillard total au milieu d'une forêt dense, vous allez clairement vous fracasser contre un arbre. Alors, quelque part, rester immobile, sur le moment, c'est la stratégie de survie la plus cohérente. Maintenant, passons à la suite. On le sait, l'intelligence est la première victime de l'emprise. Ce n'est pas un manque de jugeote, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif induit. Le cerveau privilégie la cohérence du système, le couple en l'occurrence, au détriment de l'individu, qui est vous. Sortir de la forêt, ça voudrait dire accepter de devenir l'anomalie du système. Donc rentrons maintenant au cœur du sujet. L'ingénierie du conditionnement. Dans cette section-là, nous allons passer du ressenti à la mécanique pure. La dissociation. La dissociation, c'est comme si on pouvait le comparer à un pare-feu biologique. Ici, le concept, ce n'est pas juste débrancher le cerveau. C'est clairement une disjonction du système neuronal. C'est comme si le cerveau disjonctait pour nous protéger d'un stress extrême et notamment face au non-sens de la violence ou des manipulations multiples qu'on peut recevoir de l'être aimé. Alors rappelez-vous, vous n'avez pas été passif, vous n'êtes pas passive, vous êtes sous anesthésie traumatique. L'immobilisme est clairement une stratégie de mort feinte. C'est ce qu'on appelle le freeze en anglais. La réponse archaïque face à un prédateur qu'on ne peut ni fuir ni combattre. On arrive ensuite cet espoir toxique et c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ici, le concept, c'est que le cerveau ne supporte pas d'avoir deux informations contradictoires du type « il m'aime, mais il me détruit ». « Elle m'aime, mais elle me détruit ». C'est un non-sens pour le cerveau. Donc pour réduire la tension, vous modifiez la réalité plutôt que de quitter votre partenaire. Vous ne vous accrochez pas à son potentiel. Vous tentez de valider votre investissement émotionnel initial. C'est ce qu'on appelle le syndrome des coûts irrécupérables. Et cette dissonance cognitive, c'est clairement le verrou de sécurité de la cage. En ingénierie relationnelle, on considère que c'est le mécanisme le plus puissant qui maintient l'emprise, car il ne vient pas de l'agresseur, mais de la victime elle-même, pour survivre. Donc le fait que vous vous dissociez, le fait que vous soyez dans une dissonance cognitive, c'est comme si vous fermiez la cage dans laquelle vous vous êtes mise de l'intérieur, et c'est vous-même qui en avez les clés. Je vous propose ici un petit zoom sur la définition de la dissonance cognitive. C'est comme si c'était notre plus grand mensonge interne. Pour le définir, c'est comme si c'était un choc. Notre cerveau est une machine à créer de la cohérence. Il ne supporte pas d'avoir deux idées contradictoires qui hurlent en même temps. C'est comme si je vous proposais une idée A, qui est la réalité, et la réalité, c'est la personne que j'aime me fait du mal délibérément. Je vous propose une autre idée, l'idée B, c'est l'attachement. C'est l'homme ou la femme de ma vie et on a des projets. Donc, sur le plan du mécanisme, c'est comme si c'était trop douloureux d'accepter l'idée A. C'est la personne que j'aime, mais il ou elle me fait délibérément du mal, car ça signifierait quelque part de devoir partir, affronter le vide ou l'échec ou le danger. Donc, le cerveau va hacker cette réalité pour que l'idée B, qui est « c'est l'homme ou la femme de ma vie, on a des projets ensemble, et en plus je vois son meilleur potentiel ». Donc, le cerveau va hacker la réalité de cette idée B pour qu'elle reste vraie.
Du coup, on en arrive à ce qu'on appelle l'ingénierie de l'excuse. C'est ce qu'on appelle aussi la réinterprétation de l'histoire. Sous emprise, la victime devient l'avocate de son propre bourreau. Et c'est ça qu'on appelle la distorsion cognitive. Ce n'est plus il ou elle m'a insulté, cela devient vous savez, il ou elle a beaucoup de pression au travail en ce moment. Je n'aurais sans doute pas dû lui parler maintenant ou comme ça. Et quelque part, ça revient à dire sa réaction, c'est ma faute. Si il ou elle a réagi comme ça, c'est de ma faute. Alors rappelez-vous, vous ne mentez pas par faiblesse, vous mentez pour maintenir votre intégrité psychique. Si vous acceptez la cruauté de l'autre sans filtre, votre système nerveux s'effondrerait. La dissonance cognitive devient alors votre bouclier de survie. Mais l'autre réalité, c'est que ce bouclier-là, il vous emprisonne. On en arrive à ce qu'on appelle le phénomène de l'engagement graduel. C'est comme l'image du pied dans la porte. Vous savez, l'image du pied dans la porte que le VRP il faisait à l'époque pour vous vendre son aspirateur là, à domicile. Là, c'est pareil. Donc pourquoi est-ce si dur de voir la réalité après 2 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans de relation? C'est à cause de cet investissement. Pareil, ici en ingénierie relationnelle, plus vous avez sacrifié de choses, amis, famille, estime de soi, argent, plus votre cerveau a besoin de justifier que tout ça en valait la peine. Et c'est notamment la raison pour laquelle beaucoup de coachs se sont fait gouroutiser par un mentor fallacieux sans jamais oser se rebiffer. Donc admettre l'emprise, c'est admettre que tous ces sacrifices ont été faits pour rien. Et là, le cerveau souvent préfère s'enfoncer dans le déni plutôt que de regarder l'abîme, l'ampleur de la perte. Du coup, j'ai envie de vous proposer un exercice pour briser cette dissonance. Ça vous intéresse? Cet exercice s'appelle la caméra de surveillance. Alors imaginez une caméra fixée au plafond. C'est une caméra qui n'a pas de micro. Elle ne filme que les faits et gestes, pas les intentions, pas les excuses, pas son histoire du passé. Et là, d'après vous, qu'est-ce qu'elle voit, la caméra? Le résultat, c'est que la caméra ne voit pas quelqu'un de fatigué ou qui craque. Elle voit un individu qui lève la main sur un autre, ou quelqu'un qui jette un téléphone contre le mur, ou quelqu'un qui donne un coup de poing dans la porte. C'est tout ce que la caméra voit et enregistre. L'objectif ici, c'est de séparer les faits de l'interprétation. Et je peux vous garantir que la guérison commence quand on arrête d'interpréter pour commencer à observer. La dissonance cognitive, c'est comme ce brouillard qui vous fait dire « oui, mais ». À chaque fois qu'une amie vous alerte, un membre de votre famille, un collègue, peu importe, ce « oui, mais », c'est le signal que votre cerveau tente de vous protéger d'une vérité trop lourde. Mais aujourd'hui, je vous propose de poser ce sac à dos. La vérité n'est pas votre ennemi, c'est votre porte de sortie. Et écoutez-moi bien, cette vérité, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre porte de sortie. Maintenant, passons à ce qu'on appelle le lien traumatique. C'est la chimie de l'intermittence. Le concept ici, c'est l'alternance entre le chaud et le froid, entre le rejet et la réconciliation. Et c'est ça, comme je vous le dis souvent, qui crée une addiction plus puissante qu'une drogue dure. C'est ça, le renforcement intermittent. Ça veut dire que le cerveau devient dépendant de la dose de dopamine qui arrive enfin après le stress du cortisol. Donc la réalité, c'est que vous n'êtes pas amoureux, vous n'êtes pas amoureuse, vous êtes en état de manque biochimique. Alors maintenant, je vous propose ma minute No More en fonction de mes valeurs clés. Et aujourd'hui, ce sera l'alignement. L'emprise fonctionne par injonction paradoxale. C'est ce qu'on appelle en anglais
le double blind. L'alignement, c'est le retour à la vérité narrative. C'est cette caméra qui observe sans le son. C'est cesser de traduire les insultes par « il ou elle est fatigué » ou « elle a eu une enfance difficile » ou « il a eu une enfance difficile ». Non mais stop là maintenant. Le message clair, c'est s'aligner, c'est accepter que votre corps a raison contre votre esprit, contre ce que vous pensez. Votre corps a toujours raison. Écoutez-le. Si votre ventre se noue quand l'autre rentre, c'est ça votre vérité. Peu importe les mots doux qui suivent, si vous êtes crispé, tendu à l'idée que la personne rentre ou suite à 15 minutes de conversation, elle est là votre vérité. C'est pas les mots doux qu'il y a derrière, c'est pas le souvenir des 3 bons moments que vous avez vécus. La vérité, c'est ce que votre corps vous dit. Et pour ça, je vous propose ici un nouvel outil qu'on appelle la micro-récupération de souveraineté. Ça a l'air sympa, non? Au lieu des petits pas, parlons clairement de bataille de territoire cognitif. Je vous le rappelle, l'emprise occupe 100% de votre espace mental. L'objectif ici est donc de créer des zones franches. Par exemple, acheter un livre, garder une pensée rien que pour soi. Vous vous rappelez, quand on est sous emprise en général, on donne notre emploi du temps limite minute par minute. Qu'est-ce que j'ai fait, avec qui j'étais, où j'étais, comment j'étais, etc. Donc là, gardez une pensée rien que pour vous. Gardez une information rien que pour vous. Ou faites une action que l'autre ignore totalement. La réalité, c'est que l'emprise meurt ou commence à mourir là où le secret commence. Le secret envers l'autre, le fait de commencer à garder les choses pour soi, le fait de retrouver sa propre identité, son propre libre arbitre. Je vous invite à noter un fait brut tous les jours, sans l'interpréter. Par exemple, aujourd'hui, il ou elle a crié pendant 10 minutes parce que, 3 petits points, parce que le téléphone n'était pas remis à sa place, parce que les clés n'étaient pas positionnées au bon endroit, parce que le café était trop froid. Peu importe, notez les faits, sans aucune interprétation. Parce que la réalité, c'est que le prédateur isole pour être la seule source d'information. Le fait de parler à un tiers, c'est déjà réintroduire une tierce partie dans un système qui est clos. Cela deviendra alors un ancrage extérieur. C'est comme une bouée de secours à laquelle se raccrocher en pleine tempête. Pour conclure ce long podcast, je vous invite de passer de la victime à l'observateur, un pas à la fois, et de dire mon mantra du jour: mon cerveau a fait son travail, il m'a gardé en vie. Maintenant, c'est à moi de reprendre les commandes. Je vous le répète, mon cerveau a fait son travail et je l'en remercie. Il m'a gardé en vie. Mais maintenant, c'est à moi de reprendre les commandes. L'autre réalité, c'est que le stop n'est pas la fin. C'est le début de la décontamination. Alors je vous propose, à suivre, dans l'épisode 4, comment rebâtir vos 5 piliers de vie, car une fois dehors, il faudra bien réapprendre à respirer sans masque à gaz. À tout bientôt, ici Sandra. En attendant, prenez bien soin de vous, mais faites-le vraiment et sans faux semblant.